On dit que le ciel au-dessus du palais de l'Élysée est l'espace aérien le plus sûr, le plus contrôlé au monde. Rien n'y entre, rien ne passe inaperçu. Mais il y a 22 ans, par un tranquille après-midi de septembre, un homme qui avait autrefois piloté l'hélicoptère du président de la République a vu quelque chose qu'aucun radar, aucune caméra, et aucun œil humain au sol n'a détecté. Là-haut, au-dessus du toit de l'aile ouest, par-delà les fins nuages à la dérive, une silhouette radieuse est apparue, suspendue dans les airs, immobile face au vent. Une femme voilée, les bras doucement ouverts, comme si elle protégeait quelque chose en dessous d'elle. Il n'en a jamais dit un mot, ni à ses supérieurs, ni à ses amis les plus proches, pas même à sa femme, jusqu'à aujourd'hui. Mais voici la question. Si un homme à qui l'on avait confié la vie du président disait avoir vu la Vierge Marie au-dessus de Paris, le croiriez-vous? Son nom était Jean Dubois. Bien que la plupart de ceux qui avaient servi avec lui l'appelaient encore main de fer. Non pas parce qu'il était froid ou méchant. Loin de là. Mais parce que Jean avait la réputation d'être d'un calme inébranlable. En 25 ans d'aviation militaire, couvrant 2 administrations présidentielles, il avait survécu à des tempêtes, des atterrissages d'urgence, des pannes de moteur et des moments où quelques secondes déterminaient si une vie était sauvée ou perdue. Rien ne le déstabilisait. Rien ne le surprenait. Et certainement, rien de surnaturel n'avait jamais trouvé sa place dans sa vision du monde. Jean n'était pas hostile à la foi. Il avait grandi dans la campagne bourguignonne, allait à l'église avec sa mère et inclinait la tête avant les repas comme tout le monde. Mais en vieillissant, et à mesure que les responsabilités autour de lui s'alourdissaient, son monde s'était rétréci à ce qu'il pouvait mesurer, confirmer et contrôler. À 1200 mètres d'altitude, disait-il souvent, ce n'est pas la foi qui maintient un hélicoptère en l'air. C'est la physique. C'était l'homme qu'il était à cette époque. Un homme de discipline, de procédure et de précision. Un homme loyal envers son pays, sa mission et les personnes qu'il avait juré de protéger. Mais sous cette apparence stable se cachait autre chose. Quelque chose que presque personne ne connaissait. Un poids. 25 ans à transporter les dirigeants de la nation à travers des cieux imprévisibles laissent des traces sur n'importe qui. Jean le sentait chaque fois qu'il se réveillait avant l'aube, massant la raideur de son épaule. Cette épaule qu'il se blesserait plus tard, et qui finirait par le pousser à une retraite anticipée. Quand il a finalement quitté le service et s'est installé dans une vie tranquille dans une petite ville en Normandie, à tondre sa pelouse, réparer le portail grinçant de sa maison de campagne et observer les oiseaux sur sa terrasse, il pensait avoir laissé les turbulences derrière lui pour toujours. Mais certains souvenirs ne s'adoucissent pas avec le temps. Certaines questions ne disparaissent pas simplement parce que l'uniforme est rangé. Et un souvenir en particulier ne cessait de lui revenir. Un moment suspendu dans le ciel, figé dans son esprit comme si c'était arrivé la veille. À l'époque, il s'était dit que c'était une illusion, un jeu de lumière, le stress, la fatigue, n'importe quoi sauf ce que son cœur murmurait quand il y pensait trop longtemps. Car Jean Dubois, l'homme pratique, discipliné, main de fer, avait vu quelque chose au-dessus du palais de l'Élysée qui défiait tout ce en quoi il croyait. Et ce jour-là, le ciel ne s'est pas comporté comme le ciel devrait se comporter. C'est arrivé un jour qui aurait dû être oubliable. L'un de ces vols de surveillance habituels au-dessus de Paris que Jean avait effectué une centaine de fois auparavant. Fin septembre, ciel clair, une humidité assez basse pour que l'horizon paraisse net, presque peint, un léger vent de travers venant de la Seine, rien d'inhabituel. Jean était chargé de voler avec le lieutenant Léo Garnier, un jeune copilote qui avait à peine 3 ans dans l'unité. Léo était vif, respectueux et portait encore cette fierté aux yeux écarquillés de faire partie de l'équipe d'élite qui gardait l'espace aérien présidentiel. Alors qu'ils approchaient de la salle de briefing ce matin-là, Léo donna un coup de coude à Jean et chuchota, « Pensez-vous que la journée sera calme ?» Jean eut un sourire en coin. Si on a de la chance, la seule animation sera une nuée d'oies essayant de nous chercher querelle. Tout le monde rit. C'était censé être une simple surveillance. Vérifier l'absence d'aéronefs non autorisés. Contrôler les conditions météorologiques. Signaler toute anomalie. L'espace aérien de Paris était plus verrouillé que celui de n'importe quelle autre ville au monde. En vérité, 99% de ces vols se terminaient par de la paperasse et du café froid. Leur hélicoptère décolla en douceur, les rotors fendant la lumière du matin. Ils prirent de l'altitude au-dessus de la Seine, qui se reflétait comme une plaque de verre sous eux. D'en haut, Paris semblait sereine, les monuments brillant d'un blanc éclatant, le trafic avançant poliment,
le dôme des Invalides scintillant comme une pièce de Monopoly. Léo s'occupait des communications radio pendant que Jean gardait les yeux rivés sur le ciel. Habitude, discipline, mémoire musculaire. À 900 mètres, Léo dit, tout est clair sur le radar. Jean hocha la tête. Visuel propre. On fait la boucle nord et on rentre. Rien d'inhabituel, rien d'alarmant, juste le ronronnement constant des moteurs et la lueur rassurante du tableau de bord. Mais quelque chose semblait différent. Pas mauvais, pas dangereux, juste. Différent. Comme l'air que l'on sent avant un orage que personne ne voit venir. Jean ne pouvait l'expliquer, même à lui-même. Mais des décennies dans le ciel avaient affûté ses instincts. Les pilotes savent quand le ciel parle, même s'ils ne peuvent pas le mettre en mots. Alors qu'il survolait le secteur nord, juste au-delà des Champs-Élysées, Jean remarqua un faible scintillement au loin. C'était subtil. Si subtil qu'il faillit le rejeter comme un reflet du soleil de l'après-midi. Mais le scintillement ne bougeait pas comme le fait la lumière du soleil. Il plissa les yeux, tourna légèrement pour vérifier l'angle. Toujours là. Léo, tu vois ça? Demanda-t-il. Léo se pencha en avant, scrutant l'horizon. Voir quoi? Je ne capte rien. Jean ne répondit pas tout de suite. Quelque chose en lui hésitait, un instinct qu'il ne pouvait nommer. Il stabilisa l'hélicoptère, les yeux fixés sur le point scintillant qui se formait au-dessus de l'espace aérien. Personne n'était censé y entrer. Et à cet instant, quelque chose au plus profond de lui murmura, « Sois attentif ». Au début, Jean essaya de l'expliquer comme n'importe quel pilote entraîné l'aurait fait. Peut-être la lumière du soleil se reflétant sur une fenêtre en contrebas. Peut-être un ballon sonde dérivant trop haut. Peut-être même une de ces étranges inversions de température qui font que la lumière se courbe de manière étrange. Mais aucune de ces explications ne correspondait. Le scintillement était au-dessus d'eux, bien plus haut que n'importe quel reflet n'aurait dû atteindre, et il ne dérivait ni ne pulsait comme la lumière le fait habituellement. Il était immobile. Suspendu. Jean inclina légèrement l'hélicoptère, attentif à ne pas effrayer son jeune copilote par des mouvements brusques. Ses yeux restaient fixés sur l'étrange lueur qui se formait devant. Il ne clignait pas des yeux. Il ne le pouvait pas. Léo regarda de l'horizon au tableau de bord. « Jean, qu'est-ce que vous voyez ? » « Je n'ai toujours rien sur le radar. » La voix de Jean sortit plus basse qu'il ne l'avait prévu. « Je ne sais pas encore. Garde juste les yeux ouverts. » Léo se pencha en avant, balayant chaque direction du regard. Mais de son côté du cockpit, le ciel semblait complètement normal. Jean stabilisa sa respiration. Son cœur ne s'emballait pas, mais il n'était pas calme non plus. Il y avait quelque chose de familier dans cette lueur, quelque chose qui ravivait un souvenir qu'il ne parvenait pas à situer. L'hélicoptère vrombissait régulièrement alors qu'ils approchaient de l'espace aérien restreint juste au nord du palais de l'Élysée. De cette altitude, Jean pouvait voir la ligne courbe du toit, les drapeaux, la pierre blanche brillant sous le soleil de l'après-midi. Et c'est là que le scintillement changea. Il se resserra, presque comme une lentille faisant sa mise au point. Les bords devinrent plus nets. La lumière se condensa, s'intensifiant sans blesser les yeux de Jean. Elle forma des contours, une silhouette. Jean sentit les poils de sa nuque se hérisser. Il se dit de ne pas réagir. L'entraînement était ancré en lui. Observer, confirmer, rapporter. Mais quelque chose dans ce moment n'était pas destiné à la radio. Quelque chose lui disait que ce qu'il voyait, quoi que ce fût, n'appartenait pas au protocole de l'espace aérien ou aux procédures militaires. Léo jeta un nouveau coup d'œil. Toujours rien de mon côté. Jean ne répondit pas. Les mots semblaient impossibles. La silhouette était plus claire maintenant, en forme de personne, élancée, drapée, flottant là où rien ne devrait flotter. Une douce lueur dessinait ce qui ressemblait à un voile, ou peut-être un manteau qui bougeait, bien qu'il n'y eût pas de vent assez fort pour déplacer quoi que ce soit à cette altitude. La poitrine de Jean se serra, non pas de peur, mais d'une étrange et profonde émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis qu'il était enfant, agenouillé à côté de sa mère à l'église. Il se pencha en avant, murmurant à peine pour lui-même, « Non, ce n'est pas possible. » Mais plus il se rapprochait, plus la forme devenait claire. Une femme, la tête inclinée, les bras ouverts, doucement tendus vers la ville en dessous d'elle.
Et le ciel autour d'elle semblait incroyablement calme. L'hélicoptère ne faiblit pas. Les instruments ne vacillèrent pas. Tout à l'intérieur du cockpit restait ordinaire. Si ordinaire que cela semblait faux par rapport à ce que Jean voyait à l'extérieur. La silhouette lumineuse planait à plusieurs centaines de mètres au-dessus du bord nord des jardins de l'Élysée. Des nuages passaient derrière elle, mais aucun ne la traversait. La forme restait simplement là, fixe, intouchée par les courants d'air qui tiraient sur les rotors de l'hélicoptère. Jean stabilisa l'appareil, mais ses mains tremblaient très légèrement, juste assez pour qu'un pilote de son niveau d'expérience puisse le remarquer. Une pression emplit le cockpit, non pas lourde ou effrayante, mais quelque chose comme le silence juste avant un moment sacré à l'église, quand chaque son semble retenir son souffle. Léo sentit enfin la tension de son capitaine. « Mon commandant, qu'est-ce que vous regardez ? Vous me faites un peu peur. » Jean ne répondit pas immédiatement. Il ne savait pas comment. Il n'existait aucun code militaire pour cela. Aucun rapport standard pour une silhouette lumineuse non identifiée semblant ignorer la physique. À la place, il demanda « Léo, tu crois au miracle ?» Le jeune pilote cligna des yeux, complètement pris au dépourvu. « Je veux dire, ma grand-mère parle beaucoup de Saint-Jude, mais... » « Mon commandant, ça va ?» Jean déglutit difficilement, les yeux ne quittant jamais la forme brillante. Il déplaça légèrement l'hélicoptère, non pas pour se rapprocher, mais pour obtenir un angle plus clair. C'est là qu'il le vit. La tête de la silhouette était légèrement inclinée, pas parfaitement centrée, pas symétrique comme un reflet de lumière. Elle était inclinée doucement, naturellement, comme quelqu'un en prière. Et les bras ouverts, presque comme pour accueillir. Une rafale soudaine frappa le côté de l'hélicoptère, les secouant assez fort pour que Léo s'agrippe à la poignée supérieure. Mais la rafale n'affecta pas du tout la silhouette. Pas même un scintillement, pas même un tremblement. Jean sentit quelque chose de profond en lui. Quelque chose qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis des décennies. Se réveiller. « Jean, est-ce que je dois le signaler à la radio ?» demanda Léo nerveusement. « Non, » dit-il rapidement, se surprenant lui-même par la certitude soudaine dans sa voix. « Pas encore. » Léo le dévisagea. « C'est un drone ? Une fusée éclairante ? Une sorte de projection ? » Jean ne put que répondre « Non, rien de tout ça. » Pendant un instant, tout autour d'eux sembla devenir silencieux. Les rotors, le vent, le son lointain de la ville en bas. Le monde semblait suspendu, comme si le ciel lui-même s'était arrêté pour être témoin de ce qui se déroulait. Jean murmura, à peine audible même pour lui-même, on dirait une présence. Et bien qu'il ne l'admettrait pas à voix haute, pas encore, une autre pensée s'imposa doucement dans son esprit, elle lui ressemble, comme les images de la Vierge Marie qu'il avait vue enfant. Jean maintint l'hélicoptère stable, bien que chaque nerf de son corps fût en alerte. Trop en alerte. Quelle que soit cette présence, il ne voulait pas s'approcher davantage sans savoir à quoi il avait affaire. Des années à piloter pour des présidents dans des conditions imprévisibles lui avaient appris une chose, le ciel parle avant de se déchaîner. Et soudain, ce fut le cas. Une alarme stridente retentit. Un avertissement de cockpit perçant et sans équivoque. Terrain. Terrain. Remontée. Léo sursauta sur son siège. « Mon commandant, nous sommes dégagés de tout. » Les yeux de Jean se portèrent sur l'altimètre. Parfait. Le radar, vierge. La trajectoire de vol, sûre. Il n'y avait absolument aucune raison pour une alerte de terrain. Aucun bâtiment, aucune tour, aucun drone, aucun avion à proximité. Pourtant, l'alarme cria de nouveau. Obstacle. Obstacle. Remontée. Le cœur de Jean martelait. Pas à cause du danger, mais parce que l'hélicoptère réagissait à quelque chose qu'il ne voyait pas sur les instruments. Quelque chose d'invisible pour la technologie mais pas pour lui. Léo, dit-il lentement, prend la commande manuelle et maintient la position. Léo prit les commandes, la panique montant. Jean, parlez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Quel obstacle? Jean regarda à travers le pare-brise. La silhouette brillante, toujours planant, toujours immobile, était directement sur la trajectoire que l'hélicoptère aurait suivie s'il n'avait pas ralenti quelques instants plus tôt. Mais le système d'alerte n'aurait dû rien détecter.
Il n'aurait pas dû se déclencher. Pas comme ça. Pas 2 fois. Il avait effectué assez de missions pour savoir quand une alarme était fausse. Et quand une alarme était un avertissement de quelque chose qui dépassait la logique. Fais-nous reculer, ordonna Jean tranquillement. 2 degrés sud. Lentement et régulièrement. Léo obéit instantanément, toujours confus et effrayé. Dès que l'hélicoptère s'écarta de la silhouette, l'alarme cessa. Net. Silence. Léo se figea. Jean, c'était quoi ça? Jean ne répondit pas. Sa gorge était serrée. Pas de peur, mais de quelque chose de plus difficile à admettre. De l'admiration. Il réalisa alors, instinctivement, profondément, qu'il n'était pas censé voler plus près. Quelle que soit la présence, elle ne les menaçait pas. Elle leur disait simplement, pas par là. Jean expira, tremblant. Le système a cru qu'il y avait quelque chose devant nous, dit-il finalement. Quelque chose d'assez dense pour être enregistré. Mais il n'y avait rien sur le radar, insista Léo. Jean hésita, puis dit la vérité, du moins une partie. Fais-moi confiance, nous devons garder nos distances. Il ne dit pas le reste à Léo. Pas encore. Pas que la présence devant lui ressemblait moins à un danger qu'à une main douce, une barrière protectrice. Alors qu'il se repositionnait, Jean jeta un dernier regard à la silhouette. Et pour la première fois, il remarqua quelque chose de nouveau, de subtil mais clair. La lumière changeait, s'adoucissait, comme si elle reconnaissait son obéissance. Pendant plusieurs longues secondes, la silhouette brillante resta suspendue dans le ciel, totalement immobile, presque paisible. La lumière autour d'elle chatoyait comme le doux soleil du matin sur l'eau, douce et calme. Jean n'osait pas détourner le regard. Il sentait que s'il clignait des yeux ne serait-ce qu'une fois, le moment pourrait se briser et disparaître à jamais. Léo, tenant toujours les commandes, murmura, « Jean, vous voulez que j'enregistre ça? Que j'appelle le commandement? » N'importe quoi. Jean secoua la tête. Non, maintiens juste la position. Il n'était pas sûr de la raison de sa réponse, seulement qu'une partie de lui croyait que ce n'était pas quelque chose à diffuser au monde, pas quelque chose à perturber avec des radios ou des protocoles. Cela semblait sacré. L'hélicoptère plana en silence. Même le bourdonnement familier du moteur semblait plus silencieux, comme si l'aéronef lui-même rendait hommage. Puis cela arriva. Un bref scintillement, à peine perceptible, comme une flamme de bougie touchée par le plus fin souffle d'air. Le pouls de Jean s'accéléra. Il se pencha plus près du pare-brise. Les bords de la silhouette s'adoucirent. La lueur s'estompa pour devenir un blanc pâle. La forme voilée se dissolvait dans le ciel comme si elle se fondait avec les nuages. Léo, murmura Jean. Tu la vois maintenant? Quoi que ce soit. Léo balaya frénétiquement le ciel du regard. Rien. Je jure qu'il n'y a rien. Vous êtes sûr? Silence. Regarde l'espace au-dessus des jardins nord. Léo plissa les yeux. Mais le jeune lieutenant ne vit rien. Pas même le plus faible scintillement. Et puis le moment se brisa complètement. La dernière trace de lumière, si radieuse, si définie quelques instants plus tôt, s'évanouit dans une douce, presque gracieuse dissolution jusqu'à ce que le ciel retrouve son bleu ordinaire, imperturbable, inchangé. Disparut. Comme si elle n'avait jamais été là. Léo expira, tremblant. Jean, quoi que vous ayez vu, c'est parti maintenant. Jean ne répondit pas. Sa poitrine était oppressée, mais pas de peur, plutôt d'une étrange douleur. Comme de perdre quelque chose de précieux à la seconde où il réalisait qu'il en avait besoin. Il rejoua le moment dans son esprit encore et encore. La tête inclinée, les bras ouverts, l'avertissement silencieux, la lueur presque comme un clair de lune sur de la neige fraîche. Ce n'était pas un drone, pas une fusée éclairante, pas une illusion d'optique, pas un reflet. Car Jean avait volé dans les pires conditions météorologiques, à travers des tempêtes qui déchiquetaient des aéronefs plus faibles, dans des situations où la lumière et les ombres trompaient même les meilleurs pilotes. Et jamais, pas une seule fois, il n'avait vu quelque chose comme ça. Léo reprit la parole, plus doucement cette fois. Vous pensez que c'était quelque chose destiné à nous, ou juste à vous? Jean ne bougea pas, ses mains se resserrant sur les commandes. C'était destiné à être vu, dit-il tranquillement.
Mais peut-être pas par tout le monde. Il ne prononça pas la dernière pensée qui se formait dans son cœur. Et peut-être pas destinée à être compris. Pas encore. Jean et Léo retournèrent à la base 1 heure plus tard, atterrissant en douceur sur le tarmac d'une base militaire proche de Paris. Le débriefing fut sans histoire. Rapport de routine, signature de routine, parole de routine prononcée un jour qui avait été tout sauf routinier pour Jean Dubois. Il garda le silence. Il resta calme, comme on le lui avait appris. Mais cette nuit-là, quelque chose se produisit qui le secoua encore plus que la vision dans le ciel. Une tempête, l'un des plus grands systèmes tropicaux depuis plus d'une décennie, se dirigeait vers la côte ouest de la France toute la semaine. Chaque bulletin météo mettait en garde contre de fortes pluies, des inondations potentielles, voire la possibilité d'une déclaration d'état d'urgence nationale. Les présentateurs de nouvelles parlaient d'un ton urgent. Paris pourrait être directement touché. Pourtant, vers 21 heures, quelques heures seulement après que Jean eut vu la silhouette brillante, la tempête effectua un virage soudain et violent. Les météorologues fixaient leurs écrans radars avec incrédulité. Le changement n'était pas graduel. Il était brusque et immédiat, presque contre nature. Au lieu de se diriger vers le nord-ouest en direction de la capitale, la tempête vira vers l'est, puis le sud-est, s'éloignant sans danger vers l'Atlantique. En direct à la télévision, un analyste météo bafouilla « Je ne sais pas comment expliquer cela. C'est sans précédent. » Jean était assis dans son salon, la télécommande à la main, fixant le tourbillon rouge sur l'écran. Sa femme, Sandrine, entra, tenant 2 tasses de tisane. « On dirait que la tempête nous a manqué, dit-elle doucement. » Mais Jean ne répondit pas. Son esprit reliait des pièces qu'il avait essayé de ne pas reconnaître. Sandrine remarqua l'expression sur son visage. « Ça va ?» Jean déglutit difficilement. « Sandrine, les tempêtes ne bougent pas comme ça. Pas si vite. Pas avec cette précision. » Elle posa sa tasse, sentant quelque chose de plus profond. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Jean hésita. Un homme comme lui, pratique, analytique, entraîné à faire confiance aux instruments et aux données, ne parlait pas à la légère. Il avait passé sa vie à croire que le ciel suivait des règles, et il comprenait ces règles mieux que la plupart des gens. Mais aujourd'hui, le ciel lui avait montré autre chose. « Je pense, dit-il lentement, qu'il s'est passé quelque chose cet après-midi que je ne peux pas expliquer. Et maintenant, la tempête s'éloigne comme si elle avait été redirigée. » Les yeux de Sandrine s'adoucirent. « Redirigée par quoi ?» Jean expira. Il ne prononça pas les mots à voix haute. Pas encore. Il n'était pas prêt. Mais au fond de sa poitrine, la vérité se pressait, tranquillement, avec insistance. Par quelqu'un. Quelqu'un qui planait au-dessus de la ville. Quelqu'un avec les bras ouverts. Quelqu'un qui était apparu au moment même où il gardait le cœur de la nation. Était-ce une coïncidence, de la chance, des courants de vent, ou quelque chose de protecteur? Jean secoua la tête, dépassé. Il ne savait pas, mais il savait une chose. Quoi qu'il ait vu, quoi qu'il se soit passé, ce n'était pas le fruit du hasard, et il ne pouvait pas l'oublier. Jean ne dormit pas bien cette nuit-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, la même image apparaissait derrière ses paupières. La tête inclinée, la douce lueur, les bras étendus au-dessus du palais de l'Élysée. Ni exigeante, ni menaçante, juste présente. À l'aube, il réalisa quelque chose avec un poids qui s'installa au plus profond de sa poitrine. Il ne pouvait le dire à personne. Ni à ses commandants, ni à ses collègues pilotes, ni même à l'aumônier qu'il saluait occasionnellement sur la base. Comment aurait-il pu? Un pilote de l'hélicoptère présidentiel disant qu'il a vu une silhouette lumineuse en forme de Vierge Marie planant au-dessus de l'espace aérien restreint. Il savait exactement comment cela sonnerait. Sa carrière pourrait être remise en question. Son aptitude mentale évaluée. Sa réputation, bâtie sur des décennies, réduite à des chuchotements derrière des portes closes. Alors il enferma le souvenir, l'enfouit sous des couches de devoir, de discipline et du silence attendu des hommes qui effectuent des missions dont le public n'entend jamais parler. Et pendant des années, la vie a continué. Il a assisté à des cérémonies de départ à la retraite, à serrer la main de nouvelles recrues, à regarder la nouvelle génération prendre les commandes. Il a essayé d'être le civil ordinaire qu'il pensait vouloir être.
Tondre la pelouse, réparer la boîte aux lettres, siroter son café en lisant le journal du matin. Mais le souvenir était toujours là, comme une enveloppe scellée rangée dans un coin de son esprit, intacte, non ouverte, mais impossible à jeter. Parfois, en passant en voiture devant la cathédrale Notre-Dame de Paris, il sentait quelque chose le tirailler. Une étrange chaleur, une question à laquelle il ne se permettait pas de répondre. D'autres nuits, lorsqu'il entendait des nouvelles de tensions croissantes à l'étranger ou de chaos politique à la télévision, il se souvenait de la tempête qui avait changé de cap. Des kilomètres et des minutes, comme guidé par une main invisible. 22 ans. 22 ans de silence. Il n'a jamais dit à Léo Garnier ce qu'il avait vu ce jour-là. Le jeune lieutenant a quitté l'unité 2 ans plus tard pour poursuivre une carrière dans l'aviation civile. Jean lui a envoyé une lettre de félicitations, mais n'a rien ajouté d'autre. Aucun indice, aucune piste, aucune confession. Pour tous les autres, Jean Dubois vivait comme un homme sans fantôme et sans miracle. Mais Sandrine savait. Elle ne connaissait pas l'histoire. Pas encore. Mais elle sentait le poids. Les épouses voient souvent ce que les maris pensent bien cacher. Parfois, elle le surprenait à regarder le ciel plus longtemps que la plupart des gens. Parfois, elle le trouvait à s'attarder sur d'anciens écussons de mission, les touchant avec une révérence silencieuse. Parfois, quand une cloche d'église sonnait au loin, elle remarquait qu'il s'arrêtait, comme s'il écoutait quelque chose de plus. Mais Jean ne disait rien. Pas jusqu'au jour où quelque chose d'inattendu le réveilla à nouveau. Pas avant 2023, 22 ans après le vol, quand une simple phrase prononcée par un prêtre qu'il n'avait jamais rencontré fit enfin éclater le souvenir scellé en lui. Le moment arriva par un matin frais d'octobre en 2023. Jean avait été invité à une cérémonie commémorative pour les anciens combattants dans une petite paroisse en Touraine. Il y alla seulement parce qu'un vieil ami avait insisté. Une de ces réunions où des hommes qui avaient autrefois porté le poids du monde sur leurs épaules marchaient maintenant avec des cannes et échangeaient des histoires sur leurs petits-enfants. Jean ne s'attendait à rien d'inhabituel. Il ne se considérait même plus comme particulièrement religieux. Il venait pour la camaraderie, le café et le réconfort des visages familiers. Le prêtre invité de la paroisse, le père Pierre Laurent, s'avança pour parler. Il avait une allure douce, des cheveux argentés et une voix qui portait comme une lumière chaude. Il commença par honorer les anciens combattants, ceux qui avaient défendu la nation de manière que la plupart des civils ne connaîtraient jamais. Puis il dit quelque chose qui arrêta le cœur de Jean. Il y a des moments dans la vie d'un soldat ou d'un pilote, dit le père Pierre Laurent, où Dieu envoie une protection que nous ne pouvons expliquer. Et parfois, il envoie la mère de son fils, Notre-Dame, pour protéger non seulement une personne, mais une nation entière. Le souffle de Jean se coupa. La pièce sembla basculer légèrement, bien que personne d'autre ne réagît. Le prêtre continua, plus doucement maintenant. Tous les miracles ne sont pas destinés à être vus par des foules. Certains ne sont montrés qu'à ceux que Dieu choisit, parce que seuls leurs yeux sont préparés à voir. Et beaucoup portent ces miracles en silence pendant des années, voire des décennies, incertains si quelqu'un les croirait. Les doigts de Jean se resserrèrent sur la carte de prière qu'il tenait distraitement. Il sentit son pouls dans sa gorge. La pièce s'estompa. Les bancs en bois, les respirations murmurées, le léger craquement des vieilles bottes. Tout ce qu'il entendait était la voix du prêtre résonnant dans chaque recoin scellé de sa mémoire. Quand Notre-Dame apparaît, dit le père Pierre Laurent, elle ne vient pas pour le spectacle, mais pour la protection. Elle apparaît au-dessus de lieux qui ont besoin d'être sauvegardés, de nations en tourmente, de dirigeants en danger, de personnes qui ont perdu leur chemin. Jean sentit quelque chose se briser en lui, comme un coffre-fort longtemps rouillé. La tête inclinée, les bras doux, la silhouette brillante au-dessus du bâtiment le plus protégé de France, la tempête changeant de cap quelques heures plus tard. Tout revint, net et clair. Les derniers mots du père Pierre Laurent le frappèrent comme un éclair. Et parfois, Dieu choisit un seul pilote, un seul gardien du ciel, pour être témoin de ce que les autres ne peuvent voir, parce que cet homme est destiné à porter une vérité en silence, jusqu'à ce que le moment soit venu. Jean ne respirait plus. Il ne réalisa même pas qu'il s'agrippait au banc devant lui pour se stabiliser. Pour la première fois en 22 ans, il sentit le souvenir non pas comme un fardeau, mais comme un appel. Et il sut absolument, que le moment de rompre son silence était enfin arrivé. Jean ne parla à personne après la cérémonie. Il ne serra pas de main, ne s'attarda pas pour des viennoiseries et du café dans la salle paroissiale,
ne rejoignit pas les anciens échangeant des histoires sur leur déploiement. Il se dirigea directement vers sa voiture, s'assit au volant et respira simplement. Pour la première fois, il ressentit quelque chose qu'il avait évité pendant plus de 2 décennies, le besoin de dire la vérité. Pas au monde, pas à l'armée, mais à la seule personne qui avait traversé toutes les saisons de sa vie, sa femme, Sandrine. Quand il arriva à la maison, elle était dans la cuisine, fredonnant doucement en triant le courrier. Elle leva les yeux, surprise par son expression solennelle. « Jean, tout s'est bien passé à la cérémonie ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il tira une chaise et s'assit lentement. Les mains jointes, comme un homme sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle. Le sourire de Sandrine s'effaça pour laisser place à l'inquiétude. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Jean déglutit, sa voix basse. « J'ai besoin de te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a très longtemps. » Sandrine s'assit en face de lui, ses yeux doux. « Quand tu seras prêt. » Il prit une profonde inspiration. « Tu te souviens de cette tempête en 2001 ? Celle qui devait frapper Paris mais qui a soudainement dévié. » Elle hocha la tête. « Bien sûr, tout le monde en parlait. » Jean baissa les yeux sur ses mains. « C'était le même jour, la même heure. J'ai vu quelque chose dans le ciel pendant un vol de surveillance. » Sandrine ne l'interrompit pas. Elle savait qu'il ne fallait pas le faire. Elle savait que ce n'était pas le genre d'histoire qu'on précipite. Jean continua, sa voix tremblant. Pas de peur, mais de la libération d'une vérité tenue trop longtemps. J'ai vu une silhouette, brillante, planant au-dessus du palais de l'Élysée. Aussi clairement que je te vois maintenant. La forme d'une femme, voilée, lumineuse, paisible. Il marqua une pause, le souffle court. Et les systèmes d'alerte ont réagi, Sandrine. Les instruments. Ils ont détecté quelque chose devant nous, quelque chose de réel. Ses yeux s'écarquillèrent, mais pas d'incrédulité, plutôt d'admiration. Jean poursuivit. Quand j'ai vu le prêtre aujourd'hui, quand il a parlé de miracles destinés à un seul témoin, de Notre-Dame protégeant les nations. Tout s'est mis en place. Tout ce que j'ai enfoui pendant 22 ans. Il la regarda enfin dans les yeux. Sandrine, je pense que j'ai vu la Vierge Marie. Le silence s'installa dans la pièce. Doux et respectueux comme la poussière dans un rayon de soleil. Sandrine tendit la main sur la table et prit la sienne. Chérie, murmura-t-elle. Je te crois. Des larmes que Jean n'attendait pas lui piquèrent les yeux. Non pas parce qu'elle acceptait son histoire, mais parce que sa croyance semblait être la dernière pièce d'un puzzle qu'il avait eu peur d'assembler. Sandrine se pencha plus près. Peut-être que Dieu a attendu jusqu'à aujourd'hui. Parce que maintenant, tu es prêt à porter cette vérité, non pas comme un secret, mais comme un témoignage. Jean ferma les yeux, submergé. Pour la première fois depuis ce jour dans le ciel, il se sentit libre. Dans les jours qui suivirent sa confession, quelque chose en Jean changea. Discrètement d'abord, comme une porte s'entr'ouvrant dans une pièce longtemps fermée. Pendant 22 ans, il avait évité les églises, les chapelles, tout ce qui ravivait le souvenir qu'il s'efforçait d'enterrer. Mais maintenant, il se sentait attiré, non par obligation, non par culpabilité, mais par une étrange et douce force, comme une boussole indiquant le nord après avoir dérivé pendant des décennies. Tout commença un matin tôt, lorsqu'il se réveilla avant le lever du soleil. Sandrine dormait encore. La maison était enveloppée de silence. Jean prépara du café, mais ne le but pas. Il se retrouva à regarder par la fenêtre de la cuisine, observant la faible lueur de l'aube toucher la cime des arbres. Et puis, sans le prévoir, sans savoir pourquoi, il attrapa ses clés. Sandrine ouvrit les yeux alors qu'il boutonnait sa veste. « Où vas-tu » demanda-t-elle doucement. Il hésita, puis murmura, « Je crois qu'il est temps que je retourne à l'église. » Elle ne posa pas de questions. Elle hocha simplement la tête et toucha son bras, comme pour bénir sa décision par son silence. Jean conduisit jusqu'à la cathédrale Notre-Dame de Paris, un lieu devant lequel il était passé d'innombrables fois mais où il n'était jamais entré. Ses hautes portes et ses arches de pierre semblaient différentes maintenant. Non pas imposantes, mais accueillantes. À l'intérieur, la messe du matin venait de se terminer. Les derniers paroissiens sortaient par une allée latérale. Des bougies vacillaient près d'une statue de la Vierge Marie, leurs flammes tremblant dans l'air doux. Jean s'approcha lentement,
comme un homme marchant vers une vérité qu'il avait fui pendant la moitié de sa vie. Il se tint devant la statue, la silhouette familière, la tête inclinée, les bras ouverts, exactement comme celle qu'il avait vue dans le ciel. Il ne s'agenouilla pas tout de suite. Il ne savait pas quoi dire. Un pilote entraîné à résoudre les problèmes avec précision se tenait soudainement impuissant devant un mystère qu'il ne pouvait ni mesurer ni expliquer. Finalement, il murmura, « Si c'était vous, si ce que j'ai vu était réel. Montrez-moi comment le porter. » Une chaleur emplit sa poitrine. Pas spectaculaire, pas écrasante, juste assez pour adoucir les endroits gardés en lui. Assez pour faire taire les doutes qui avaient vécu en lui pendant des décennies. Puis il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis qu'il était un garçon en Bourgogne. Il alluma une bougie, la plaça au pied de Marie et laissa sa tête s'incliner. Non par devoir, mais par abandon. Jean n'entendit pas de voix. Il ne vit pas d'autre vision. Mais quelque chose s'installa en lui. Paisible, stable, indéniablement réel. Pour la première fois depuis qu'il avait quitté le cockpit toutes ces années auparavant, il se sentit guidé. Et il sut qu'il ne portait plus ce souvenir seul. 2 semaines après sa visite à Notre-Dame, Jean assista à une réunion privée pour les militaires à la retraite, une table ronde annuelle où pilotes, commandants et officiers de sécurité partageaient leurs expériences de leurs années de protection du pays. C'était habituellement un lieu de rire, de vieilles histoires et de disputes bon enfant sur qui avait eu le pire déploiement. Mais cette année-là, quelque chose de différent s'agita en Jean. Il était assis en silence parmi des hommes qu'il respectait, des hommes qui avaient vu le danger, la perte, le sacrifice et les miracles de survie à leur manière. Le modérateur demanda si quelqu'un avait une histoire qu'il n'avait jamais partagée, une leçon apprise, un moment qui l'avait marqué. Il y eut une longue pause. Puis Jean sentit une douce poussée de l'intérieur. Un murmure du souvenir qu'il avait porté pendant 22 ans. Il s'éclaircit la gorge. « J'ai quelque chose, dit-il doucement. » La salle se tut. Jean Dubois ne parlait que si ces mots comptaient. Il commença lentement, sa voix stable, comme un homme traversant un pont qu'il craignait autrefois de voir s'effondrer sous ses pieds. Il y a eu un jour, en 2001, dit-il, lors d'une surveillance de routine au-dessus du palais de l'Élysée. Le jour où une tempête a changé de cap de manière inattendue. Plusieurs têtes hochèrent. Il se souvenait de cette tempête. Il se souvenait à quel point elle avait été étrange. Jean continua. J'ai vu quelque chose dans le ciel que je n'ai jamais pu expliquer. Quelque chose que je n'ai pas signalé parce que je ne pensais pas que quiconque me croirait. Quelques hommes se penchèrent en avant. Jean parlait rarement de ses missions. Il prit une inspiration. C'était une silhouette brillante et lumineuse d'une femme, voilée, les bras ouverts comme si elle protégeait la ville en dessous d'elle. La salle était absolument immobile. Je pensais que je perdais la tête, mais le système d'alerte de l'appareil a réagi. Quelque chose était là, même si les instruments ne pouvaient pas l'identifier. Il fit une pause, laissant le silence s'installer, laissant leurs esprits absorber ce qu'il avait porté seul. Et après avoir entendu un prêtre parler récemment, j'ai réalisé que ce que j'avais vu n'était peut-être pas destiné à l'armée. Ce n'était pas une menace. Ce n'était pas un ennemi. C'était quelque chose de sacré, de protecteur. Un des officiers à la retraite murmura, à peine audible, « La Vierge Marie ». Jean hocha la tête. « Je crois, dit-il tranquillement, que Notre-Dame est apparue au-dessus du palais de l'Élysée ce jour-là, et je crois qu'elle veillait sur cette nation. » Personne ne rit. Personne ne le rejeta. C'étaient des hommes qui avaient regardé la mort en face, des hommes qui avaient vu des choses qui défiaient la logique, des hommes qui comprenaient que le monde était bien plus étrange et bien plus sacré que les civils ne le sauraient jamais. Un général à l'arrière prit enfin la parole. « Jean, merci. Certaines vérités ont besoin de temps pour être dites. » Un autre pilote ajouta, « Et certains signes ont besoin des bons yeux pour les voir. » Jean sentit quelque chose se détendre en lui, comme un poids finalement déposé sur une terre sainte. Il avait dit la vérité, non pour prouver quoi que ce soit, non pour chercher des éloges, mais simplement pour honorer le moment qui avait changé sa vie. Et en sortant de la salle de réunion dans l'air frais du soir, il leva les yeux au ciel, non pas en cherchant, mais reconnaissant. Car il savait maintenant. Il ne l'avait pas imaginé. Il ne l'avait pas mal interprété. Et il n'avait pas été seul dans le cockpit ce jour-là. Quelqu'un veillait sur la France. Quelqu'un qui veillait encore.
Si cette histoire a touché votre cœur, même de la plus petite manière, nous vous invitons à rester avec nous dans ce voyage de foi, d'espérance et des miracles silencieux que Dieu place encore dans notre monde. Des histoires comme celle de Jean nous rappellent que le ciel est plus proche que nous ne le pensons, et que Notre-Dame continue de veiller sur chacun de nous, nos familles, nos foyers, et oui, même sur notre nation. Si vous avez senti quelque chose s'agiter en vous en écoutant, veuillez considérer donner un j'aime à cette vidéo. Cela aide ces histoires à atteindre plus de personnes qui pourraient désespérément avoir besoin de se souvenir qu'elles ne sont pas seules. Et si vous souhaitez entendre d'autres histoires vraies et émouvantes de grâce, de protection et de miracles des temps modernes, n'oubliez pas de vous abonner à Touché par la grâce. Votre présence ici signifie plus que vous ne le savez. Que la paix de Dieu et la douce protection de la Vierge Marie soient avec vous ce soir et toujours.